Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Philippe Guibert et Joseph Massescaron. Michel Barnier, demain 15h devant les députés. On l'a appris tout à l'heure en milieu d'après-midi qu'il n'y aurait pas de vote de confiance. Bon, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais... Bon, pour une raison très simple, parce Philippe que Guibert. Sur un vote de confiance, vous pouvez être mis en minorité avec une simple majorité simple. Il n'y a pas besoin d'atteindre la majorité absolue, 289 sièges à l'Assemblée nationale, alors que sur une motion de censure déclenchée par des députés, il faut atteindre la majorité absolue. Donc Michel Barnier ne prend pas le risque, comme d'autres premiers ministres avant lui, de se retrouver. Il y a environ 230 députés qui le soutiennent. Si on additionne les députés macronistes, Modem, Horizon et les députés de droite, ça fait à peu près 230. Donc avec 235 ou 240 députés, Michel Barnier peut se retrouver renversé. Donc on comprend parfaitement. Donc c'est pas le moment de prendre des risques. C'est pas le moment de prendre des risques. Ça a été suffisamment difficile de former un gouvernement. Voilà. Ça a été suffisamment difficile et ça continue de trouver des équilibres au sein même de ce gouvernement. C'est pas le moment de le renverser. Et ça va pas être simple pendant la déclaration de politique générale de trouver des équilibres entre les économies et les hausses d'impôts et entre les mesures de fermeté et les mesures d'humanité pour la reprendre question, c'est est-ce que Michel Barnier a appelé Marine Le Pen pour lui demander l'autorisation de savoir s'il pouvait passer sans vote de confiance? Ou est-ce que le suit pour l'instant? Non. Ou est-ce que le suit pour l'instant? Non, il n'a pas. Joseph Massescaron. Philippe a très bien résumé la question. Alors je diffère juste du chiffre. Moi j'avais 210 sur 577, ce qui est encore beaucoup plus bas. Avec les divers, avec les liottes, ça. Je mets pas l'iode dedans parce qu'il n'y a pas de. Voilà, je mets pas l'iode dedans parce que effectivement ils sont pas. Donc Gabriel Attal ne l'a pas fait. Elisabeth Borne ne l'a pas fait non plus, alors qu'il disposait d'une majorité plus ample, si je puis dire. 240. Voilà, et non seulement plus ample, mais aussi plus uniforme. C'est ça, c'est le deuxième point qui peut être, à mon avis, le point le plus difficile, car ce week-end, il se trouve que j'ai rencontré quelques parlementaires, et que ces parlementaires qui en théorie donc soutiennent le Premier ministre m'ont dit que, en fait, la majorité, une large majorité, selon eux, du groupe EPR, penchait plutôt à gauche. Voilà, une large majorité. Donc, pas ça. C'est pas les macronismes. Oui, EPR, pour moi, c'est mais il va falloir s'y faire. Pardon, ça s'appelle EPR. C'est ensemble pour la République. Ça ne porte pas chance de s'appeler EPR, on le sait, du point de vue industriel, mais c'est pas grave. Il s'appelle quand même EPR. Il s'appelle pas Ensemble pour la République. Donc, oui, une majorité. Ça veut dire que là où l'opinion voulait dire, Joseph Massescaron pense que les EPR sont plus de droite, en réalité, ils sont plus de gauche. Non, ils sont plus de gauche. Et d'ailleurs, on me disait, le parlementaire qui appartient justement à EPR me disait c'est précisément la raison pour laquelle c'est Gabriel Attal qui a été élu et non pas Gérald Darmanin. Donc c'est vrai. C'est ce qui est très très juste. Maintenant, il y a un équilibre en effet. Le discours de politique générale, ça va être passionnant. C'est-à-dire, on va voir justement, Philippe le rappelait, comment il va arbitrer sur la question des impôts. Est-ce qu'il va parler de l'état de droit ou est-ce qu'il va parler de l'état de droite? De Monsieur Retailleau. Voilà, peut-être que si les macronistes ont été plus à gauche, c'est aussi parce que les déclarations de Bruno Retailleau étaient... c'était même avant. C'est pour ça que Gabriel... limite de la provocation, parce que dire que l'état de droit, l'état du droit, il n'est pas intangible, en effet, il n'est pas sacré. Mais les grands principes de l'état de droit, de dire qu'ils ne sont pas sacrés, ça peut braquer, y compris des gens qui ne sont pas de gauche. Il dit pas exactement que ce n'est pas sacré, il dit que la souveraineté populaire est le premier élément, de la démocratie, mais je rappellerai juste quand même, en étant taquin, que Jean-Luc Mélenchon ne dit pas autre chose, en disant que la souveraineté populaire prime. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le bon exemple pour se caler sur les principes démocratiques? Certains le pensent. Je ne serai pas sur ce terrain. C'est certainement à l'EFI. Non, mais je trouve que ce qui surprend aussi avec Bruno Retailleau, c'est que on voit une personne qui a réfléchi. Je le dis franchement. Qui a réfléchi. J'ai terminé. Qui a réfléchi à ces questions d'autorité, qui a ces questions justement d'état de droit, à ces questions de la sécurité de l'immigration. Qu'est-ce qu'il est possible de faire
ou de ne pas faire. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui travaille. Ça, personne ne peut lui enlever ça, et depuis un bon moment. Donc quand il parle, en effet, il sait exactement sur quel terrain il se place. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, parce qu'il y a un certain nombre de sondages qui sont en train de paraître et qui donnent raison à cette vision de Bruno Retailleau. Hein. Une majorité de Français. Joseph, parce que... Ah oui, une majorité de Français. Et d'ailleurs, forte proportion même de membres de LFI. C'est ça qui est frappant. C'est assez étonnant. Parce que Philippe Guibert. Les deux phrases de Retailleau qui ont choqué, l'état de droit, de droit n'est pas sacré. Et d'autre part, l'immigration n'est pas une chance. Oui. Il aurait pu dire la même chose, parce qu'on voit bien à peu près ce qu'il veut dire. Je doute que Retailleau ait envie de mettre par terre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, ou qu'il va stopper, qu'il va réduire à zéro l'immigration. On pense pas qu'il va faire ça, d'ailleurs, qu'il n'en a pas les pouvoirs. Mais il a choisi, et tu dis toi-même que c'est un homme expérimenté qui a réfléchi, il a choisi lui-même deux phrases volontiers provocatrices qui forcément pouvaient faire réagir des centristes. L'état de droit, c'est important, c'est ce qui nous distingue d'un régime autoritaire et d'une dictature. Et quant à dire l'immigration, attends, je termine juste, l'immigration n'est pas une chance, il aurait pu dire, ça dépend des cas, l'immigration n'est pas toujours une chance, dans certains cas c'est une chance, dans d'autres cas c'est des problèmes. Votre phrase, Philippe Guibert, est trop longue, là il voulait marquer les esprits en disant l'immigration n'est pas une chance. À la fois de marquer son territoire, par rapport à ses collègues du gouvernement, notamment le ministre de la Justice, évidemment, et d'établir un rapport de force auquel, je pense, Michel Barnier a dû... on verra demain ce qu'il en pense réellement, parce qu'il nous donnera une ligne, c'est à Barnier de fixer la ligne. Philippe, moi qui suis plus vieux Joseph Massescaron. Je suis plus vieux que vous. Donc, pas loin de toi. Si, je suis plus vieux que vous. Donc j'ai très très bien connu un ministre qui était encensé par Giscard, qui s'appelait Monsieur Bernard Stasi. Ça ne dit rien aujourd'hui aux personnes. Et Bernard Stasi avait écrit un livre, et moi je sais parce que j'avais des débats avec lui, L'immigration, une chance pour la France. C'est chez Robert Laffont de mémoire. L'immigration, une chance pour la France. C'était un homme remarquable. Et c'était l'époque, en effet, où on considérait au plus haut lieu, et à droite pour le coup, que l'immigration était une chance pour la France. En fait, c'est moins une chance pour la France, on va se parler très franchement, parce qu'ici on se parle très franchement, c'est moins une chance pour la France qu'une chance pour le patronat. Aussi bien dans les années 50 que dans les années 70. Et encore aujourd'hui, quand vous entendez Patrick Martin. Et encore aujourd'hui, quand vous entendez Monsieur Patrick Martin. Voilà. Donc, c'est-à-dire que, en fait, Bruno Retailleau pense qu'il y a une révolution copernicienne à faire sur cette question. Il a raison. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne dit pas autre chose que ça. Il ne dit pas autre chose que ça. Il a nuancé la phrase de l'immigration, parce que lui-même s'était présenté comme petit Français au sang mêlé. Donc, Retailleau donne le sentiment à travers cette phrase. Toutes choses égales par ailleurs, parce que le père de Nicolas Sarkozy, de Nabibowska, était quand même un sang mêlé, disons, un sang mêlé aristocratique, pardon. Oui, mais comme un enfant de l'immigration, le sang mêlé, c'est ça que ça signifiait en 2007. Et donc il a nuancé un petit peu Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on peut avoir tout à fait un discours en disant il faut réduire la migration compte tenu de nos capacités d'intégration qui sont en difficulté, nos capacités d'assimilation qui le sont aussi beaucoup. Mais quand on dit l'immigration n'est pas une chance, on dit vraiment tout immigré est un problème. C'est comme ça que ça peut être compris. Mais vous savez, en politique, il faut aller parfois le plus loin possible pour justement avoir quelque chose et obtenir se placer au milieu et obtenir ce que l'on veut. Et on commentera demain soir ici même ce discours de politique générale et bien sûr les réactions qui auront lieu dans l'hémicycle. Merci Philippe, merci Joseph. Merci en deuxième heure, nous nous retrouverons avec Philippe Crevel, spécialiste des questions macroéconomiques, directeur du Cercle de l'épargne. Cette hausse des impôts qui plane là, qui est là, qu'est-ce qu'on en fait et comment on la présente? À tout de suite sur Europe 1.